pour un pour tous. Les Trois Mousquetaires est une œuvre mythique qui a traversé les générations. Déclinée au fil du temps au théâtre, en bande dessinée, en comédie musicale, mais aussi et surtout au cinéma. L'adaptation cinématographique est favorisée par ce talent particulier d'Alexandre Dumas. Il écrit bien plus que des romans, il écrit des mythes. Dans notre imaginaire collectif, les mousquetaires passent leur temps à se battre en duel, à déjouer des complots et à sauver l'honneur de la reine et du roi de France. Les personnages, les héros d'Alexandre Dumas paraissent un peu hors sol. Ce sont des gentilshommes qui galopent partout. On se bat pour un oui ou pour un non. Le baudrier de Porthos qui est dévoilé, le mouchoir d'Aramis, tout ça, c'est tout à fait cohérent. On se bat pour l'honneur. Tant pis si on meurt. Ces mousquetaires de fiction ont éclipsé les vrais mousquetaires. Cette compagnie du roi qui a joué un rôle clé en soutien du pouvoir royal. Les mousquetaires du roi, ils appartiennent à un corps d'élite. Ce sont des hommes qui sont prêts à mourir pour le roi. Et à partir de 1665, les mousquetaires vont prendre part à la plupart des engagements militaires de Louis XIV. Ont-ils vraiment pris part aux affaires de la couronne? Tout l'argument des Trois Mousquetaires paraît complètement alambiqué. En réalité, tout est authentique. Louis XIII et le comte de Tréville vont être extrêmement proches. Les quatre mousquetaires, Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan, ont-ils véritablement existé? Ils ont existé. Et ils servaient dans la compagnie des mousquetaires au cours des mêmes années que D'Artagnan. Ressemblaient-ils aux personnages inventés par Dumas? On a une vision très fausse du D'Artagnan, héros empanaché, qui se bat pour l'honneur. Tous pour un pour tous. Grâce aux meilleurs historiens, nous allons mener l'enquête pour démêler le vrai du faux. Ce n'est pas la vraie devise des mousquetaires. Et retracer l'histoire de ce glorieux corps d'armée du XVIIe au XVIIIe siècle, avant d'être sorti de l'oubli par Alexandre Dumas. Si Alexandre Dumas n'avait pas consacré un roman aux mousquetaires, personne n'en aurait jamais entendu parler. Il est temps de lever le voile de la fiction et de mettre en lumière des vérités jusque-là méconnues pour découvrir enfin la vraie histoire des mousquetaires. Le 14 mars 1844, le journal Le Siècle publie le premier épisode d'un feuilleton historique, Les Trois Mousquetaires. Écrit par Alexandre Dumas, le feuilleton raconte l'histoire de D'Artagnan et sa volonté d'intégrer la troupe d'élite des mousquetaires. Le succès est immédiat, au point de devenir un roman quelques mois plus tard. Il faudra moins de 2 ans pour que le succès devienne international. En moins de 3 ans, 2 autres feuilletons voient le jour. 20 ans après, et le vicomte de Bragelonne. L'ampleur du succès des Trois Mousquetaires est absolument considérable. On la mesure au nombre d'éditions, déjà, et surtout au fait que très rapidement paraissent des éditions illustrées. Et donc ça, c'est un gage aussi de succès. Avec ces 3 œuvres, Alexandre Dumas a radicalement créé un genre, le roman de cape et d'épée. Sa place dans la culture moderne est considérable. Il a suscité des adaptations au théâtre, des suites romanesques, en ballet, en comédie musicale et surtout au cinéma avec près de 80 adaptations. La première dès 1903 et ce jusqu'à aujourd'hui. Dumas en a fait des héros emplis de panache, défendant sans fin leur honneur dans des duels, sauvant celui de la France dans des affaires d'État improbables. Une image tellement ancrée dans notre imaginaire qu'on ne sait pratiquement rien des vrais mousquetaires qui ont pourtant réellement existé entre 1622 et 1775. Retour il y a 400 ans. Les premières années du règne de Louis XIII sont particulièrement troubles et dangereuses. Il faut comprendre que le contexte du début du XVIIe siècle est un contexte qui n'est pas du tout apaisé pour la monarchie, parce qu'on n'est pas très loin des guerres de religion. Henri IV, qui est le père de Louis XIII, est mort assassiné. Le jeune roi veut une garde rapprochée qui pourra le protéger. En 1622, il crée alors un nouveau corps d'armée, les mousquetaires du roi. Les mousquetaires du roi, ils appartiennent à un corps d'élite et ce corps est rattaché à ce qu'on appelle la maison du roi. Leur mission
Première, c'est la sécurité rapprochée du roi, mais uniquement quand celui-ci sort d'une demeure royale. Par exemple, les mousquetaires escortent le cortège royal jusqu'à sa destination. Et puis, ils le quittent dès le moment où le roi entre dans sa résidence. À l'intérieur, ce sont les gardes du corps qui prennent le relais. Leur première mission, c'est donc d'assurer la sécurité du roi. Les mousquetaires sont considérés presque comme des domestiques du roi. D'ailleurs, l'habit qu'ils portent, la casaque qu'ils portent, c'est un habit de domestique. Donc ça, c'est une dimension qu'on ne voit pas du tout, évidemment, dans le roman. C'est-à-dire qu'ils ont des heures de garde, des heures de service, des heures d'entraînement. Si leur rôle est d'abord la protection royale, il y a d'autres missions que l'on connaît moins, comme leur rôle militaire de premier plan. Les mousquetaires sont à des fleurons des troupes royales, puisqu'elles n'ont pas seulement un rôle d'apparat, mais aussi de combat, et elles sont présentes donc sur les champs de bataille. C'est une unité réduite, mais qui a plus d'une fois décidé du sort de la bataille. C'est un petit peu les troupes de choc, si vous voulez, les forces spéciales de l'armée royale. Ce sont des unités combattantes qui ont un entraînement très, très dur, militaire, à cheval, à pied, qui savent parfaitement combattre. C'est souvent eux qui sont chargés du premier assaut face à l'ennemi. Ils sont très jeunes et ils ont un taux de perte énorme. Ce sont des hommes qui sont prêts à mourir pour le roi. Ils jouent par exemple un rôle clé dans leur première bataille en 1627, garantissant la victoire du roi contre les protestants à Saint-Martin-de-Ré. Les mousquetaires prennent tous les risques. Ils avaient une tendance d'incarner l'héroïsme. L'héroïsme, c'est la capacité à risquer sa vie. Ça fait partie d'une des valeurs militaires de la noblesse. Il faut démontrer une absence de peur de la mort, exposer son corps au combat, car on va en ressortir une certaine gloire. La gloire l'emporte sur la mort, l'honneur l'emporte sur la mort. Quand Louis XIII crée la compagnie des mousquetaires, ils ne sont au départ qu'une centaine. Le roi veut des soldats d'élite triés sur le volet, des hommes formés aux meilleurs combats militaires. Dans le roman de Dumas, le premier défi de D'Artagnan est d'intégrer ses troupes de choc. Il est jeune, noble, désargenté et gascon. Louis XIII, en 1622, insiste beaucoup sur la nécessité de peupler ce corps de soldats aguerris. Et donc, on va prendre énormément de ces fameux cadets de Gascogne, dont D'Artagnan, en fait, a fait partie. Le parcours de D'Artagnan est assez représentatif de celui des jeunes gentilshommes venus de leur province, qui entrent au service du roi et qui vont faire carrière. Pour être mousquetaire, il est important pour les jeunes nobles d'avoir suffisamment d'argent pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Quand on entre dans la compagnie des mousquetaires, le roi ne fournit que 3 choses. L'uniforme, donc la casaque, puis la soubreveste, le mousquet et le logement. Le cheval, qui est obligatoire, puisque ce sont des fantassins montés, est à la charge du mousquetaire, ainsi que sa nourriture quotidienne, ainsi que tout le reste de ses besoins vestimentaires. Mais plus que l'argent, il faut posséder un véritable réseau d'influence. On n'entre pas au mousquetaire sans être recommandé par quelqu'un. En général par un noble, un ministre ou autre. Et pour cela, il est aussi préférable d'être gascon. Mais pourquoi cette préférence pour une région de France aussi éloignée du pouvoir? Tout simplement parce que le père de Louis XIII, Henri IV, était lui-même gascon. Alors, pour s'assurer la loyauté de ceux qui le protègent, il avait pour habitude de prendre des gentilshommes de sa région. Une habitude qui allait perdurer. Il y a quasiment une mafia gasconne à Paris, c'est-à-dire que les Gascons vont faire venir leurs cousins, leurs frères, leurs parentèles. Dès qu'il y a un poste intéressant au niveau de l'armée, on fait venir des Gascons. Avant d'intégrer l'unité d'élite, les jeunes hommes doivent idéalement avoir servi dans l'armée. Ils doivent maîtriser l'équitation, mais aussi la danse, tant pour le maintien du corps que pour tenir son rang. Il faut savoir être un homme de salon, un homme de réputation, donc on doit savoir danser. Et bien sûr, le maniement de l'épée. L'escrime est indissociable de la vie d'un mousquetaire. Les combats sont fréquents, les mousquetaires sont des gentilshommes, l'honneur c'est une question très délicate, alors là on le voit, pour le coup, Dumas réussit à restituer dans leur roman un écrin historique tout à fait cohérent.
on se bat pour un oui ou pour un non. Le baudrier de Porthos qui est dévoilé, le mouchoir d'Aramis, tout ça, c'est tout à fait cohérent. On se bat pour l'honneur. Tant pis si on meurt. Mais contrairement au duel de Dumas, qui fait le spectacle en les étirant de rebondissements en coups de théâtre, dans la réalité, les duels sont beaucoup plus rapides. Ils durent moins d'1 minute, car le seul but est de vaincre l'adversaire au plus vite. Quand le mousquetaire doit défendre son honneur dans des circonstances type un duel, etc., on va chercher une épée spécifique, qui est ceci. Toujours une forte garde, mais surtout une lame très très longue, qui peut dépasser 1,30 m, voire 1,40 m. Alors là, il n'y a plus de tranchant. C'est véritablement un poinçon. Il y a juste la pointe qui va rentrer en jeu. Il faut évidemment que la main soit protégée, parce que tous les coups arrivent là contre la main. Pour avoir un avantage sur l'adversaire, on va essayer d'avoir la longe la plus grande possible. Et donc une épée très très longue. Ce sont des armes légères, hein. C'est une arme qui fait 1,5 kg à peu près, qui vous donne une allonge redoutable en fait. C'est une escrime extrêmement rapide, extrêmement nerveuse, c'est-à-dire qu'il faut essayer de loger ce demi-centimètre carré d'acier dans le ventre de votre adversaire. Encore plus surprenant, au XVIIe siècle, les duels sont rigoureusement interdits. Ils étaient même considérés comme un crime de lèse-majesté. Chaque année, il y avait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de jeunes nobles qui mouraient dans les duels. Donc il fallait absolument arrêter cette hémorragie. Rien que pour l'année 1627, on dénombre 4000 nobles tués en duel. C'est un fléau qui fragilise le commandement militaire des forces françaises. En 1627, par un édit du cardinal de Richelieu, Premier ministre du roi Louis XIII, les duels sont donc interdits. Deux individus qui se battaient en duel, ils se faisaient la justice eux-mêmes. Et donc, ils ne se soumettaient pas à la justice du roi et même aussi de Dieu. Et si l'on était pris en flagrant délit de duel, on n'encourait rien de moins que la décapitation. Et pourtant, rien n'arrêtait les nobles. Il y avait les soldats du guet qui patrouillaient, mais ils n'arrivaient pas à empêcher ces duels. Le duel permet à un jeune gentilhomme de se faire remarquer. Quand on envoie son gant dans la figure de quelqu'un dans une mauvaise taverne, même si c'est interdit, c'est un moyen d'avoir de l'honneur, d'avoir de la réputation, de se rendre célèbre. C'est à partir du moment où vous avez une réputation qu'on va vous donner des commandements. Donc c'est ce paradoxe du duel qui est à la fois proscrit, mais qui en même temps est un moyen de faire carrière. Les mousquetaires sont donc des nobles, formés à la danse, à l'équitation, à l'escrime. Mais ce sont aussi des militaires qui maîtrisent plusieurs formes de combat et le maniement d'armes de pointe. Les mousquetaires du roi portent déjà une innovation en tant que telle, parce qu'ils sont des fantassins montés. C'est à l'époque une troupe hybride, c'est-à-dire qu'ils vont combattre aussi bien à pied qu'à cheval. Ils doivent leur nom à leur arme, une innovation technologique, alors redoutable, le mousquet, ancêtre du fusil. Les rares exemplaires qui restent sont dans les réserves du musée de l'armée. Les mousquetaires combattent toujours à pied, avec cette arme à feu de très grande taille, de très gros calibre. Ça pèse à peu près entre 5 et 6 kilos. Ça projette une balle de plomb qui fait entre 15 et 18 mm de diamètre, donc une arme vraiment de très gros calibre, en sachant qu'à l'époque à laquelle nous nous trouvons, une grande partie des combattants ont encore une armure, y compris une armure complète, comme celle qui est derrière moi. Donc on a besoin d'armes à feu qui permettent de percer ce genre de cuirasse. Elle est tellement lourde que pour pouvoir l'épauler, on s'aide d'une fourquine, qui est un bâton fourchu, comme son nom l'indique, sur lequel on va poser le canon de son arme pour pouvoir l'épauler et pour pouvoir supporter le poids de la pièce. C'est un système extraordinairement rudimentaire. C'est très artisanal en réalité. C'est une arme que l'on peut utiliser en masse, c'est-à-dire le groupe entier va tirer pour arroser de plomb, si vous voulez, l'adversaire, et puis après on passe au corps à corps. En général, quand les ennemis voyaient charger les mousquetaires, ils faisaient une décharge de mousquets, ils lâchaient leurs fusils, ou en tout cas ils s'enfuyaient, ils quittaient leur ligne parce qu'ils savaient qu'une fois les mousquetaires à leur contact, ils allaient vraiment passer un sale quart d'heure. En général, les mousquetaires font pas de quartier, on exécute les prisonniers. Ce qui n'est d'ailleurs pas offensant, dans l'esprit de l'idéal nobiliaire, le vainqueur a droit de vie et de mort sur son prisonnier. Les mousquetaires sont donc avant tout des nobles et des soldats d'élite, chargés de protéger le roi et d'intervenir en son nom dans ses combats militaires.
des troupes dont le nom fait frémir l'adversaire. Et pourtant, si Alexandre Dumas n'avait pas consacré un roman aux mousquetaires, personne n'en aurait jamais entendu parler. mais comment un auteur romantique du XIXe siècle se prend de passion pour des militaires de l'époque de Louis XIII? En 1840, Alexandre Dumas est avant tout un écrivain qui cherche à retrouver le succès. Il a connu la gloire avec des pièces de théâtre qui ont attiré tout Paris. Mais sa carrière s'est un peu essoufflée. Et surtout, il a besoin d'argent. Alors Alexandre Dumas mène grand train. Il aime être dispendieux, être munificent, dépenser. C'est quelqu'un qui vit sans compter. C'est le 21 juin 1843 qu'un voyage à Marseille va changer le destin d'Alexandre Dumas. L'auteur se rend à la bibliothèque municipale pour trouver de la documentation. Mais un livre va attirer son attention. Il date de 1700. Il tombe sur Mémoires de Monsieur d'Artagnan. Il le dit lui-même, il prend ce livre et il va passer la nuit à le lire, à le dévorer. Il est enthousiasmé. Il racontera qu'il a gardé le livre, il ne l'a jamais rendu à la bibliothèque de Marseille, et c'est à partir de là qu'il a eu cette idée de feuilleton. Dumas se serait donc appuyé sur la vraie vie de d'Artagnan, un mousquetaire qui a eu ses heures de gloire au XVIIe siècle sous Louis XIV. Mais coup de théâtre, ses mémoires sont un faux. Les mémoires de d'Artagnan ne sont pas de d'Artagnan, c'est très clair. Ils sont d'un polygraphe qui s'appelle Gatien Courtil de Sandras, qui a participé à différentes campagnes pendant la guerre de Hollande, et puis qui a été licencié en 1678, à la fin de la guerre de Hollande, et puis qui s'est mis à écrire pour gagner sa vie, des pamphlets sur commande. On ne sait pas si Courtil de Sandras a connu le vrai d'Artagnan. Mais il en sait assez pour mêler le vrai et le faux. Il invente un personnage du nom de Milady. Il raconte une histoire d'amitié entre trois mousquetaires du nom d'Athos, Porthos et Aramis et fait de d'Artagnan l'agent d'une critique de la monarchie absolue. Quand ça sort en 1700, tous ceux qui ont connu d'Artagnan, dont les proches d'Artagnan, sont scandalisés. On voit déjà que le personnage de d'Artagnan, en 1700 encore, intéressait l'opinion. Mais c'est à ce personnage réinventé de d'Artagnan que s'attache Dumas. Cet imaginaire du mousquetaire que met en scène Courtil de Sandras fascine Alexandre Dumas. Dumas fait ce que fait d'Artagnan. Dumas passe son temps à se battre en duel, à envoyer son gant dans la figure des gens, au sujet de tout et n'importe quoi. Pour une maîtresse, pour un four au théâtre. Dumas modèle son personnage en prenant appui sur sa propre histoire, en lui prêtant une destinée très personnelle. C'est un écho finalement de ces provinciaux comme Dumas. C'est un garçon qui a une bonne éducation, qui vient de son Villers-Cotterêts natal, qui arrive à Paris et il va devoir à tout prix faire sa carrière et devenir quelqu'un alors qu'il n'est rien. Dumas arrive et dit « il va falloir mettre Paris à mes pieds », ce qui va réussir très bien. Et d'Artagnan, c'est un peu ça. Il va donner à d'Artagnan des couleurs très personnelles. L'intrépidité, le courage, le sens de l'humour, le goût des femmes. Ce sont autant de traits de personnalité que possède également Alexandre Dumas. Dumas fait de d'Artagnan et des mousquetaires des personnages chevaleresques et peu disciplinés. Au contraire, les véritables mousquetaires du roi sont des hommes qui vont servir à renforcer le pouvoir monarchique et qui sont avant tout soumis à l'autorité personnelle du roi. Alors que nous sommes au début de l'absolutisme royal. Nous sommes au moment où la monarchie va concentrer de plus en plus les pouvoirs pour arriver au règne de Louis XIV, où là, nous sommes vraiment dans la période du pouvoir absolu. Le roi insiste toujours pour rencontrer chaque mousquetaire, chaque nom lui est soumis, il va donner son autorisation ou non. 12 ans après leur création, c'est d'ailleurs le roi lui-même qui va se charger du commandement de la compagnie. C'est le roi, à partir de 1634, qui va prendre le titre de capitaine. Donc, il est capitaine des chevaux légers, il est capitaine des gendarmes, et puis il est capitaine des mousquetaires. Et celui qui exerce la charge véritablement de capitaine est simplement le capitaine-lieutenant. À partir de 1634, c'est le comte de Tréville qui assume cette charge. Un homme qui restera célèbre, notamment grâce à Dumas. Un Gascon qui fait la pluie et le beau temps sur la compagnie.
En réalité, le comte de Troisville, mais avec son accent béarnais, on comprenait à la cour Tréville, donc c'est devenu Tréville. Tréville est un exemple de cette aristocratie gasconne pauvre qui, naturellement, se met au service militaire du roi. On comprend, sous la plume de Dumas, que tous les jeunes aspirants redoutaient le capitaine des mousquetaires, car c'est un homme au caractère bien trempé. Et cela aussi correspond à une réalité historique. On dirait aujourd'hui un caractère de cochon, réputé pour ça. Il est capable, devant la reine Anne d'Autriche, de déchirer un document qu'on vient de lui remettre. Mais d'un courage à toute épreuve et d'une fidélité exemplaire auprès du roi. C'est pour ça que Louis XIII l'appréciait énormément. Louis XIII et le comte de Tréville vont être extrêmement proches. C'est un des rares personnages qui a accès directement à la chambre du roi. Et notamment, c'est lui qui va prendre le mot le soir avant que le roi se couche pour assurer la surveillance des maisons royales. En revanche, Tréville est détesté par le cardinal de Richelieu. Richelieu est l'homme clé du pouvoir. À partir de 1624, un premier ministre influent, mais aussi un personnage central dans l'œuvre de Dumas. Richelieu est devenu un personnage historique de réputation mondiale grâce à Dumas. Et malheureusement, on se cantonne dans le roman aux aspects les plus caricaturaux, c'est-à-dire cette espèce de Richelieu manipulateur, qui exerce un pouvoir parallèle, secret, qui torture des gens dans des caves, enfin bref, quelque chose qui est du domaine de la fiction, qui n'est pas du tout du domaine de la réalité. Contrairement à ce que raconte Dumas, il n'y avait pas de rivalité entre Louis XIII et Richelieu. Richelieu arrive à devenir l'homme de confiance de Louis XIII. Louis XIII n'aime pas Richelieu. Louis XIII n'aime pas tellement son caractère, n'aime pas tellement son intelligence. Mais finalement, Louis XIII comprend que Richelieu est l'homme intelligent qui lui manque et dont il a besoin. Le cardinal est un excellent stratège au service du projet monarchique. Il réussira à renforcer le pouvoir royal et faire de la France une grande puissance. C'est surtout Louis XIII et Richelieu qui ont vraiment érigé ce concept politique de monarchie absolue. Grâce à la politique de Richelieu, la France devient, au milieu du XVIIe siècle, la première puissance économique, politique et militaire européenne. Après le roi, Richelieu est le personnage le plus important de l'État. Et pour assurer sa sécurité, il va lui aussi avoir une compagnie de mousquetaires. Les mousquetaires du cardinal sont moins nombreux, mais ils sont identifiables par leur casaque rouge. Évidemment, il était facile de mettre en scène la rivalité entre les mousquetaires du roi qui sont du côté du bien et les mousquetaires du cardinal qui sont forcément du côté du mal, puisque Dumas a choisi de mettre en scène le cardinal de Richelieu comme un personnage maléfique. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu des combats entre mousquetaires et gardes du cardinal. Mais alors, c'est pas tant une rivalité Richelieu-Louis XIII, c'est plutôt une rivalité homme de Tréville contre homme de Richelieu. Les mousquetaires du cardinal sont des hommes aguerris, sérieux, peu portés sur les querelles. La réalité, en revanche, c'est que les mousquetaires du roi aimaient se bagarrer avec le guet de Paris. Il y a une petite force armée qui s'appelle les archers du guet, qui va assurer la sécurité de la capitale. Ils se retrouvent face à des jeunes mousquetaires, gentilshommes, un peu imbus d'eux-mêmes, fiers d'appartenir à la garde du roi, d'être proches du souverain, etc. Donc, ils vont prendre de haut constamment les archers du guet. On voit souvent les mousquetaires qui vont s'attaquer au guet en disant « espèce de gueux, laisse-moi passer ». Donc, ça se finit souvent en combat. En général, ils vont les frapper, ils vont se battre, mais puis ils vont les frapper à coups de plat d'épée. Le but, c'est vraiment d'humilier les archers du guet. Et donc, on a des combats très fréquents entre les deux. Donc, c'est plutôt ça qui est la réalité historique. Une réalité historique qui est donc bien manipulée par Dumas. Les personnages, les héros d'Alexandre Dumas paraissent un peu hors sol. Ce sont des gentilshommes qui galopent partout. Pour mieux donner les intrigues à tiroir, des rebondissements spectaculaires qui font du succès du feuilleton un véritable raz-de-marée. Et ce, dès le premier épisode. Pour les mousquetaires, le succès arrive rapidement. Le lecteur accroche très très vite. Dumas, il invente des situations extraordinaires pour le plaisir du lecteur. Au fond, c'est son rôle. Et puis, c'est ce que demande le public. Très rapidement, les Trois Mousquetaires sont édités sous la forme de livres. En quelques mois, on voit apparaître des traductions anglaises, allemandes, italiennes, espagnoles, russes, suédoises et tant d'autres.
Ce qui a joué aussi, c'est sa traduction en anglais, qui a permis d'atteindre le public non seulement en Grande-Bretagne et dans l'Empire britannique, mais aussi dans cette ancienne colonie britannique que sont les États-Unis. Avec Dumas, on touche quelque chose d'important. Il écrit bien plus que des romans, il écrit des mythes. Un indice nous donne une idée de l'impact mondial de l'œuvre de Dumas. Cet indice, on le trouve au chapitre 9. Il s'agit de la fameuse phrase « tous pour un pour tous », la devise des mousquetaires. Ce n'est pas la vraie devise des mousquetaires, puisque la vraie devise des mousquetaires, c'est « quo ruit et letum ». C'est beaucoup moins réjouissant. Là où elle tombe, la mort aussi. Et nous voyons un boulet de canon tombant sur une ville. C'est évidemment une devise qui est brodée sur les enseignes du corps des mousquetaires. Plus étonnant encore, la devise de Dumas, « tous pour un pour tous », n'est citée qu'une seule fois dans tout le feuilleton, alors qu'elle est devenue absolument indissociable des mousquetaires. On a plutôt l'habitude de l'entendre maintenant sous son autre forme, un pour tous, tous pour un. Pourquoi? Parce qu'au cinéma, c'est dans cet ordre-là qu'on l'a dit souvent, mais ça modifie un tout petit peu le sens. Si on dit un pour tous, tous pour un, on met l'individu en premier, mais si on dit tous pour un pour tous, c'est le collectif qui est en premier. Et un des ressorts premiers du roman, c'est bien l'amitié entre D'Artagnan et ses trois camarades, Athos, Porthos et Aramis. Ils ont existé, et ils servaient dans la compagnie des mousquetaires au cours des mêmes années que D'Artagnan. Athos, le plus mystérieux des mousquetaires, son vrai nom, Armand de Silègue d'Athos d'Hauteville. Il entre dans la compagnie des mousquetaires, il doit avoir une vingtaine d'années. Il a une très courte carrière et on a ramassé son cadavre sur le pré aux Clercs, qui était en fait le lieu où avaient lieu les duels à Paris, très peu de temps après qu'ils soient rentrés aux mousquetaires. Ça n'a rien à voir avec le gentilhomme un peu ténébreux que met en scène Dumas. Il est enterré à Saint-Sulpice, qui est la paroisse des mousquetaires. Porthos, lui, on a la chance d'avoir son acte de baptême. Il s'appelle Isaac de Porto. Isaac veut dire qu'il est sans doute protestant, puisque les protestants donnaient souvent des noms bibliques à leurs enfants. Il a une petite carrière chez les mousquetaires et puis ensuite il rentre dans son pays. Il va avoir une charge s'occupant du magasin des poudres dans une petite cité fortifiée du Béarn qui s'appelle Navarinx. Et Navarinx aura pendant de nombreuses années comme gouverneur Paul de Baz de Castelmore, le frère aîné de D'Artagnan. Aramis correspond à un certain Henri d'Aramitz qui n'avait pas forcément une vocation religieuse comme Dumas le raconte. Sa famille, c'était des abbés laïcs. C'est une particularité du Béarn, en fait, de posséder une abbaye sans être ecclésiastique pour autant. Si Dumas en a fait l'ecclésiastique de la bande, c'est tout simplement à cause de ça. Tous les trois sont donc des personnages dont l'existence est attestée, tout comme D'Artagnan. D'Artagnan, c'est un personnage historique. Il a réellement existé, hein. C'est Charles de Bas de Castelmore. Qui est un gentilhomme gascon, entré tout jeune au régiment des gardes françaises, puis dans la compagnie des mousquetaires. Et c'est vers 1632 qu'il a quitté sa Gascogne natale pour monter à Paris, monter à la capitale et se mettre au service du roi Louis XIII. Alors on ne sait pas très bien quand D'Artagnan est entré dans les mousquetaires. On sait qu'il y est en 1633, on ne sait pas depuis quand et on ne sait pas jusqu'à quand. Mais la première mention historique de D'Artagnan, c'est 1633. D'Artagnan est le neveu d'un officier mort au combat en 1628, lors du siège de La Rochelle, une bataille où Tréville lui-même est blessé. Il est probable que D'Artagnan ait rencontré Tréville en montant à Paris. Ces personnages, ils avaient quand même effectivement une fonction importante dans la compagnie des mousquetaires. Par exemple, Aramis et Athos, eh bien, ils étaient cousins de Tréville. Et Porthos, c'était un beau-frère de Tréville. On sait aussi que D'Artagnan fait les campagnes militaires des années 1640, au moins dans la garde royale. Dans ces mêmes années, on sait que Aramis sert dans les mousquetaires, tout comme Porthos et Athos.
Il y a des années où ils ont été ensemble dans la compagnie. Comme il y avait une centaine d'hommes, bon, c'était quand même pas très très nombreux, certainement ils se sont rencontrés et ils ont peut-être sympathisé. Impossible de savoir s'ils étaient amis, mais il est probable qu'ils se connaissaient. On est sûr qu'Athos, Porthos et Aramis ne sont plus dans les mousquetaires après 1645. Leur participation dans les affaires d'État est donc quasi nulle, surtout à cette époque où Louis XIII s'en sert surtout pour les affaires militaires. Louis XIII est un très grand militaire, donc il a passé davantage de temps dans les camps et sur les bivouacs que dans ses palais. Et Dieu sait si son règne a été actif sur le plan militaire. En revanche, il est clair que derrière les aventures romancées par Dumas est montré le rôle clé de D'Artagnan, non en tant que mousquetaire, mais en tant que messager, comme c'est le cas dans la fameuse affaire des ferrets de la reine. Tout l'argument des trois mousquetaires paraît complètement alambiqué. L'histoire des amourettes d'Anne d'Autriche avec Buckingham, le cadeau improbable que la reine fait à l'ambassadeur d'Angleterre avec ses fameux ferrets, ces ferrets qui sont amenés en Angleterre, dont un des ferrets est piqué par une espionne pour dénoncer en gros l'inconduite de la reine. En fait, c'est tiré des mémoires de La Rochefoucauld, dans lesquelles Dumas a puisé. Mais l'auteur François de La Rochefoucauld est connu pour attiser les rumeurs et diffuser parfois de fausses informations. Seul La Rochefoucauld nous raconte cette histoire, à laquelle d'ailleurs D'Artagnan n'a absolument pas été mêlé. Peu importe, l'histoire inspire Alexandre Dumas. Il part d'un fait historique. Lors du traité d'Amiens, la reine, se promenant dans les jardins, a rencontré le duc de Buckingham et à un moment, il lui aurait fait des avances. Elle a crié, le duc s'est enfui. Il ne s'est rien passé de scandaleux en réalité entre eux. Certaines personnes de l'élite anglaise sont déterminées à déstabiliser Buckingham en insinuant que c'est un homme qui a des intentions romantiques envers la reine de France. Rumeurs, mensonges, c'est en tout cas l'occasion pour Dumas de récupérer des bribes de faits historiques pour tricoter une histoire palpitante. Dumas n'a fait qu'améliorer un petit peu les choses. On sait que quelqu'un est allé en Angleterre pour aller chercher les fameux ferrets, comme par hasard c'est D'Artagnan. Bref, il a mis un petit peu de liant dans cette histoire pour lui donner du romanesque. D'Artagnan n'a pas pu être impliqué dans l'histoire des ferrets de la reine. Historiquement, c'est impossible pour deux raisons. L'histoire des ferrets, le roi n'est pas au courant. Ils vont au service de la reine, c'est impossible. Historiquement, c'est impossible. Parce que les mousquetaires sont au service du roi et n'iront que sur une mission commandée par le roi. Dumas va rajeunir très nettement D'Artagnan. Il le fait arriver à Paris dès 1625. Le véritable D'Artagnan, en fait, a une carrière un petit peu plus tardive. Et en gros, le vrai patron de D'Artagnan, c'est Mazarin. Et puis ensuite, c'est Louis XIV. L'histoire des ferrets date de 1625. Impossible pour D'Artagnan d'y avoir participé. En revanche, il sera bien messager royal dans les années 1640. En 1643, Louis XIII meurt, quelques mois après Richelieu. Son fils, Louis XIV, est encore un enfant. Sa mère, Anne d'Autriche, est régente, appuyée par le cardinal Mazarin, le nouveau Premier ministre. Mazarin étant lui-même un ancien collaborateur du cardinal de Richelieu, repéré par le cardinal de Richelieu comme étant un homme très, très habile, très intelligent. C'est un diplomate, en même temps c'est un militaire. Mazarin décide de dissoudre la compagnie des mousquetaires en 1646. Une manière habile de se débarrasser du comte de Tréville dont il se méfie. Comme s'en méfiait Richelieu. Le jeune Louis XIV, qui a 5 ans en 1643, est trop jeune que pour pouvoir donner vraiment une confiance quelconque en Tréville. Mazarin n'a pas confiance en Tréville, et pour cause, puisque Tréville avait fomenté un complot pour assassiner son prédécesseur qui était Premier ministre, donc, enfin principal ministre, Richelieu. Quand la compagnie des mousquetaires a dissout en 1646, contrairement à beaucoup de ses compagnons, D'Artagnan, lui, reste à Paris. Il reste au service du roi, du jeune Louis XIV, de la régente Anne d'Autriche et du nouveau Premier ministre Mazarin. Et en 1646, il est déjà ce que l'on appelle créature de son éminence. C'est alors que la France est traversée par une révolte de grande ampleur, la Fronde. À partir de 1648, les nobles et le peuple vont se soulever contre le pouvoir royal.
C'est un mouvement très complexe qui va mettre en branle aussi bien le Parlement de Paris que les grands. C'est un mouvement un peu régressif qui s'accommode mal de la montée de la puissance étatique, s'accommode mal de la montée de la fiscalité en particulier. Mazarin se trouve en grande difficulté face à un début de guerre civile. Le problème, c'est qu'il n'est pas français. Et c'est la raison pour laquelle une grande partie de l'élite française et de la population le déteste. Mazarin apparaît comme une sorte de Richelieu bis, mais qui n'a pas le poids politique et qui n'a pas l'autorité, si vous voulez, d'un Richelieu. Une période où Mazarin doit aider à tout prix Anne d'Autriche à protéger le jeune roi et la monarchie. Certains verront dans cette alliance politique un attachement affectif. Mazarin a des relations visiblement très privilégiées avec la reine, voire, semble-t-il, d'après certains courriers, des relations de tendresse. Que ce soit vrai ou non, cette histoire de relation intime entre Mazarin et Anne, une chose est certaine, c'est qu'ils étaient très très proches et coincés dans une relation de codépendance au niveau politique. Et c'est à ce moment qu'historiquement, le véritable d'Artagnan va participer à la sauvegarde de la monarchie. Donc, c'est une période extrêmement difficile et la reine régente, Anne d'Autriche, va être obligée de se séparer de son Premier ministre, de l'envoyer en exil. D'Artagnan va servir de messager durant la fronde entre Mazarin et Louis XIV et Anne d'Autriche. En traversant des routes infestées de brigands, mais également d'espions, alors que beaucoup d'autres messagers de Mazarin sont arrêtés, d'Artagnan, jamais. Il échappe à tout. Le roi n'oubliera jamais, et la reine non plus d'ailleurs, la fidélité, le courage, l'habileté de d'Artagnan. Il y a eu des mousquetaires qui ont rallié, en effet, les révoltes. Et d'Artagnan est au milieu de tout ce jeu politique, mais dans une très grande fidélité à l'égard de la monarchie. C'est pour ça qu'il sera récompensé, bien sûr. Mazarin aide la reine de France à rétablir l'ordre et protège Louis XIV, qui est sacré roi, en 1654. En 1657, 11 ans après la suppression de la première compagnie, il décide de recréer les mousquetaires. Le roi a besoin de fédérer autour de lui une garde qui manifeste son autorité, qui manifeste son pouvoir, et puis qui assure aussi sa sécurité. On grossit la garde du roi en rétablissant la compagnie des mousquetaires. D'Artagnan deviendra sous-lieutenant de la compagnie. Et c'est là que la rencontre va se faire avec le jeune Louis XIV. Louis XIV a 19 ans et il voit dans ce corps d'armée un instrument qui lui permettra d'asseoir son autorité. Dans son dernier opus, Dumas fait dire à Mazarin sur son lit de mort « Sire, ne prenez pas de Premier ministre ». Impossible de savoir si la phrase a été prononcée, mais elle raconte une réalité. Louis XIV, traumatisé par la fronde et la révolte des nobles, ne fait confiance à personne et va continuer le projet de son père. Une monarchie de toute puissance, la fameuse monarchie absolue. La monarchie absolue de Louis XIV est une forme très personnelle de monarchie absolue. Et elle n'est possible qu'avec un homme d'une endurance et d'une mémoire aussi exceptionnelle que Louis XIV. Les mousquetaires participeront pleinement de ce projet, en assumant de plus en plus de fonctions en soutien du pouvoir royal. Et la première reste la fonction militaire. À partir de 1665, principalement, le roi va ordonner aux généraux de ne pas épargner les soldats de sa garde. Et à partir de 1665, les mousquetaires vont prendre part à la plupart des engagements militaires de Louis XIV. On sait par exemple qu'ils ont participé au siège de Maastricht en 1673, au siège de Valenciennes en 1677, à celui de Mons en 1691, à celui de Namur en 1692. Ce sont souvent eux à qui l'on donne les missions les plus dangereuses. On a canonné la forteresse adverse, on a détruit une partie des remparts, et il faut un corps d'hommes courageux qui vont déborder la brèche et qui vont attaquer en quelque sorte l'adversaire. Et ils vont décider du sort de la bataille. Le siège de Valenciennes en 1677, au cours du premier assaut, en 3 quarts d'heure, la ville va tomber sous les coups des mousquetaires. Une poignée, ils étaient une vingtaine, une cinquantaine de mousquetaires, ils vont prendre la ville d'assaut. La deuxième, c'est d'assurer pour le roi des missions spéciales, des missions de grande confiance,
comme celle confiée par le roi à D'Artagnan lors de l'affaire de Nicolas Fouquet. Fouquet est le surintendant des finances, donc c'est une sorte de super ministre des Finances. Fouquet n'est pas simplement ministre des Finances. Il est de fait le banquier principal du royaume. C'est son propre argent qu'il prête à la monarchie, qui est dans les années 1650 dans une situation financière désespérée. Cela le rend très puissant, la personne la plus puissante du royaume. En tout cas, selon Louis XIV. Fouquet est un ministre particulièrement fortuné, mais surtout doté d'un excellent réseau d'influence. Il a autour de lui toute une cour de gentilshommes qui le respectent et l'admirent. C'est un personnage qui est hype, si vous voulez. Fouquet, pour utiliser un terme contemporain, c'est-à-dire qu'en gros, c'est celui qui sait repérer ce qui est de plus remarquable et de ce que les États étrangers vont nous envier. C'est lui qui met le pied à l'étrier à La Fontaine, à Lebrun, à Levaux, bref, à tous les grands talents qui vont illustrer et honorer finalement le règne de Louis XIV. Donc Louis XIV est assez vite jaloux. L'histoire se souviendra d'une fête sublime à Vaux-le-Vicomte, organisée par Nicolas Fouquet. Une fête tellement somptueuse que pour Louis XIV, présent parmi les nombreux invités, cela confirme que son ministre va trop loin. Quand il voit ce que Fouquet a réalisé à Vaux-le-Vicomte, qu'il considère comme somptueux, il fait vite le calcul et se demande d'où peut bien provenir tout l'argent nécessaire pour créer un tel paradis en plein cœur de la France. Et ainsi, Fouquet va creuser sa propre tombe. En plus de cette influence, Fouquet est accusé d'avoir détourné de l'argent des caisses du royaume et d'avoir construit un fort à Belle-Île-en-Mer. On s'aperçoit que Fouquet fortifie l'île, le port de Palais, fait venir plusieurs dizaines de canons, des équipements militaires, tout cela sans que le roi ait été prévenu. Donc là, c'est la colère du roi qui éclate et à ce moment-là, le roi décide très rapidement de le faire arrêter. Donc Louis XIV décide de le faire arrêter à Nantes en septembre 1661. Il faut vraiment que l'arrestation se fasse dans le plus grand secret et il faut confier cette mission à un homme et plutôt même à des hommes de confiance. Très rapidement, le roi jette son dévolu sur D'Artagnan. Pour D'Artagnan, cette mission est bien la preuve de la confiance absolue de Louis XIV. C'est lui et personne d'autre. Le roi a décidé, on ne peut confier cette mission à personne. Alors quand D'Artagnan a appris la chose, il paraît qu'il aurait presque tourné un peu de l'œil. Il ne s'attendait pas à une telle mission. Et tout dans le dispositif de l'arrestation démontre la confiance du roi envers les mousquetaires. C'est D'Artagnan qui arrête Fouquet avec des mousquetaires à cheval qui l'attendent dans la cour. Ce sont des mousquetaires qui bloquent toutes les voies d'accès à Nantes. Ce sont des mousquetaires qui vont escorter Fouquet jusqu'à sa prison à Angers, et puis finalement qui vont l'escorter jusque dans toutes ses prisons, jusqu'à Vincennes et puis jusqu'à Pignerol. Et c'est même un mousquetaire qui va être choisi pour garder Fouquet jusqu'à sa mort. Naturellement, cet épisode de l'histoire va fasciner Dumas, qui l'utilisera dans le 3e tome des Mousquetaires. Car Dumas a remporté son pari. Il a trouvé avec le format du feuilleton une véritable poule aux œufs d'or, au point d'en écrire plusieurs à la fois pour différents journaux. En parallèle des Mousquetaires, il rédige La Reine Margot et Le Comte de Monte Cristo. Mais comment Dumas arrive-t-il à fournir tant d'aventures et de péripéties? Eh bien, tout simplement en étant accompagné d'un auteur de l'ombre. Généralement, sous la signature Dumas, il faut comprendre autre chose que Dumas seul. C'est Dumas Maquet. La collaboration avec Auguste Maquet, elle débute en 1838. À 19 ans, il était chargé de cours d'histoire dans un lycée parisien. Donc il connaît très bien l'histoire de France. Dumas définit les idées, Maquet s'occupe des recherches. Lorsque Maquet a réussi cette transformation du plan en quelque chose qui ressemble à un récit, il l'envoie à Dumas. Dumas reprend tout et il réécrit. En fait, Maquet lui donne un premier matériau à partir duquel Dumas façonne les romans. Certes, c'est une collaboration, mais l'écriture proprement dite, le style, c'est Alexandre Dumas. Dumas rédige les aventures des mousquetaires jusqu'à la mort de D'Artagnan. Enfin, dans le roman et dans la vraie histoire,
Après lui avoir demandé de rester 4 ans gardien de Fouquet, Louis XIV va encore une fois confier à d'Artagnan une mission importante. Après avoir été gouverneur de l'île pendant plusieurs mois, d'Artagnan va être en charge d'accompagner le roi pour le siège de Maastricht. La campagne de Hollande est une des campagnes militaires les plus dures que Louis XIV va mener au cours de sa carrière. Et il va chercher un vieux soldat d'Artagnan pour assurer le commandement du corps des mousquetaires. C'est lors de cette campagne que le 25 juin 1673, d'Artagnan va tomber au combat. D'Artagnan donc a entendu une fusillade, il était en train de manger, il n'était pas en service. Au lieu de laisser ses compagnons travailler, ceux qui étaient en tout cas de service, il s'est levé, il a enlevé sa serviette et il est parti bille en tête, l'épée à la main, pour aider ses camarades. Et c'est là où il se fait tuer d'une balle de mousquet au moment du passage à la porte de Tongres. Et on raconte que 4 mousquetaires vont se faire tuer pour ramener le corps de d'Artagnan. Si pour Alexandre Dumas, l'histoire s'arrête avec la mort de d'Artagnan, dans la réalité, la compagnie des mousquetaires va encore subsister un siècle et va être de plus en plus utilisée pour une 3e fonction, la fonction policière. Le roi pouvait faire arrêter qui il voulait. Et donc les mousquetaires, ils ont joué cette fonction. La dimension policière, c'était vraiment une expression de la monarchie absolue. Ils apparaissent un peu comme le bras armé du roi. Quand on envoie les mousquetaires, c'est un peu comme si le roi se déplaçait en personne pour rappeler à l'ordre les sujets rebelles. D'Artagnan a participé à une de ces répressions, la répression du Vivarais en 1670. C'est lui qui avait dirigé la répression de cette révolte et il l'avait d'ailleurs dirigée de façon violente. Il n'y a pas de CRS, il n'y a pas de compagnie de sécurité. Et donc, ces troupes, elles tirent dans le tas, passez-moi l'expression. Donc, elles tuent des rebelles. Et ils ont chargé les paysans, ils les ont massacrés sur le champ de bataille. Alors ça a contribué à mater la révolte. C'est pas un épisode glorieux pour les mousquetaires. Ils vont également, en 1675, contribuer à réprimer la révolte des Bonnets Rouges en Bretagne. Leur rôle dépend aussi des circonstances. En Bretagne, ils tuent des émeutiers, mais en protègent certains. À Paris, lors de la guerre des Farines de 1775, c'est un peu différent. Les mousquetaires vont être déployés dans Paris, ils vont garder les boulangeries, ils vont charger à cheval les manifestants, mais le but n'est pas de tuer. Au contraire, il faut à tout prix éviter un bain de sang. C'est pour ça qu'on envoie plutôt les mousquetaires qui sont une troupe montée. Les mousquetaires sont les seuls cavaliers qui sont casernés à Paris. Eh bien, on impressionne le manifestant. Les chevaux chargent, les manifestants ont peur, certains vont peut-être se faire écraser, mais globalement, les manifestants se dispersent. Les mousquetaires du roi participent enfin d'une 4e fonction, moins connue, celle de formation de la noblesse à l'art du combat. Au cours de la guerre de Hollande, on a constaté le manque de formation de nombreux officiers de l'armée. Le roi va assigner aux 2 compagnies de mousquetaires qui venaient de briller durant la guerre de Hollande, leur assigner le rôle de former militairement les jeunes gens issus de la haute noblesse et de l'aristocratie. Mais au XVIIIe siècle, elle n'aura plus le même prestige. Au XVIIIe siècle, ils ne vont plus être beaucoup utilisés sur le champ de bataille. Parce que le mode de guerre, le mode de combat a changé. Et puis, ça faisait bien longtemps que le roi n'était plus présent personnellement sur le champ de bataille. Louis XIV a été un peu présent sur le champ de bataille. Louis XV, quasiment pas. Louis XVI, pas du tout. Donc, ils ne justifient plus, sur le plan militaire, leurs privilèges, leur position privilégiée au sein de la garde du roi. Par ailleurs, Vauban a considérablement modifié les pratiques militaires au cours du règne de Louis XIV, rendant l'héroïsme particulier des mousquetaires obsolète. Vauban met au point des techniques de siège très efficaces qui permettent notamment d'éviter les pertes humaines. La guerre devient une discipline qui est destinée à des tacticiens et pas à des rigolos comme d'Artagnan, en fait, c'est un peu ça. En 1775, Louis XVI dissout la compagnie des mousquetaires. Au moment de la Révolution, il y aura d'ailleurs des royalistes qui diront ah, si la compagnie des mousquetaires était restée, Louis XVI ne serait pas tombé. Mais là, on exagère beaucoup. 40 ans plus tard, la compagnie des mousquetaires va renaître de ses cendres de manière tout à fait inattendue en 1814, quand Louis XVIII décide de recréer cette unité.
Il ne s'agit plus du tout d'en faire une compagnie guerrière, puisque le roi Louis XVIII n'a pas l'intention de faire la guerre à l'Europe. Ça redevient une compagnie de prestige. On a une multitude de jeunes gens qui veulent entrer aux mousquetaires. Les mousquetaires ont été identifiés un peu comme un corps qui a porté ce qui caractérise alors les valeurs de l'esprit français. Et donc ils vont rencontrer vraiment un succès phénoménal. De cette renaissance, il reste aujourd'hui quelques uniformes rutilants qui ont coûté une fortune, mais n'ont pour ainsi dire jamais servi. Le problème, c'est que c'est l'un des symboles de la monarchie absolue qui, dans une France marquée par les acquis de la Révolution, restaurer un tel symbole de l'autorité monarchique, ça ne passe plus. Les mousquetaires vont être donc définitivement supprimés en 1815. Avant d'être sortis de l'oubli par Alexandre Dumas 40 ans plus tard, pour vivre jusqu'à nous. Car Alexandre Dumas a inventé des techniques d'écriture extrêmement modernes, comme le cliffhanger. Il sait créer des attentes fortes à la fin du chapitre pour relancer le lecteur. Ou encore une scénographie bien particulière. Il y a à la fois une double qualité chez Dumas qu'on retrouve au cinéma, le sens des dialogues, le sens de l'image. Il donne la possibilité au lecteur de se projeter dans une scène visuellement et de la percevoir. Il y a un autre élément très important. Le duel, c'est de l'action. C'est une chorégraphie. On entend le bruit des épées. C'est métallique, ça résonne. C'est la musique des mousquetaires, le duel. Sans le savoir, Dumas va donner au cinéma une œuvre qui en fera la gloire. Dans les romans d'Alexandre Dumas, il y a une dimension spectaculaire. L'adaptation cinématographique est favorisée par ce talent particulier d'Alexandre Dumas. Des adaptations cinématographiques toujours d'actualité, qui contribuent à propager dans l'imaginaire collectif une image des mousquetaires assez éloignée de la réalité de ce corps militaire qui était avant tout au service du roi.